Un grand merci de nous avoir rappelé que notre raison d'être, c'est d'essayer d'humaniser davantage le relationnel. Au sein de cette instance, la pensée unique ne doit pas avoir lieu. Notre pensée est plurielle. À cette pluralité, nous rappelons qu'il est très important d'orienter la pensée plurielle vers un objectif unique. De quoi s'agit-il? L'objectif unique en question, c'est le respect de l'être humain dans sa dignité. C'est vouloir travailler ensemble pour que chaque homme et chaque femme puissent réunir les conditions nécessaires à une vie digne de ce qui nous est commun, à savoir notre humanité. Je me réjouis de rappeler cela. À l'échelle du monde musulman, nous sommes les premiers à avoir banalisé, au sens positif du terme, la question du sida. À l'échelle de l'Europe et notamment à l'échelle de la France, nous sommes la première institution à avoir, en dehors de la composante musulmane, je parle de la France, nous étions avant les autres institutions religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou autres, d'avoir inscrit cette question dans nos réflexions. Dès la première rencontre consacrée au sida, j'ai décidé de l'inscrire dans une perspective particulière. C'est la perspective d'une dynamique relationnelle. C'est dans cette perspective que tous les humains sont impliqués. Refuser cette implication, c'est refuser de devenir humain. Que constate-t-on à propos de cette implication? C'est la difficulté de passer au niveau changement de la conceptualisation à la réalisation. Tout le monde souhaite changer, mais au niveau tête seulement. Et ceux qui décident de donner forme concrète à ce concept, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Changer ici rime avec évoluer. Évoluer rime avec guérir. Guérir quoi? Guérir nos blessures émotionnelles.
guérir nos fissures psychosomatiques. Notons que ceux qui désirent changer ne manquent ni de motivation, ni de détermination. Quoique motivés et déterminés, ceux qui désirent changer n'aboutissent pas à expérimenter, à vivre le changement. Autrement dit, pourquoi tant d'efforts en termes d'intention, d'argent et du temps, aucune évolution, aucune guérison? La réponse est à chercher non du côté de la médecine, à mon avis, mais du côté de l'éducation. C'est une éducation qui incite à éviter par tous les moyens la souffrance. C'est une éducation qui s'acharne sur les symptômes du mal-être d'un monde de plus en plus convulsionné. C'est une éducation qui laisse entendre que la maladie est fatalité. C'est une éducation qui ne prépare pas à concevoir la maladie comme expression de la vie. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. C'est notre ignorance des différentes étapes du processus de guérison. Aussi, n'oublions pas que la société dans laquelle la société mondialisée se caractérise essentiellement par son amour pathologique de la consommation. Cette société de consommation nous inculque que nous sommes hyper puissants. Cette société de consommation nous inculque que nous sommes capables, sans effort aucun, d'obtenir tout ce que l'on désire, y compris la santé, le bien-être et la guérison. La guérison de tous nos traumatismes. Théoriquement, nous sommes unanimes à dénoncer toute forme de contradiction. Mais en réalité, nous sommes acharnés de rester des compagnons fidèles de toutes sortes de contradictions. Exemple, nous aspirons fortement à obtenir la guérison de tout et immédiatement. Mais nous refusons de nous préparer à affronter dans le sens d'accepter notre mort. La mort au sens propre et au sens figuré du terme. Nous sommes devenus incapables d'accepter notre petite douleur. Nous sommes devenus incapables d'aplanir les obstacles du chemin de la vie, notamment dans ce domaine. Personne n'a le droit de culpabiliser. Culpabiliser, c'est condamner. À la place de culpabiliser, il serait constructif de mettre responsabiliser. Et la responsabilisation est à l'opposé de toute culpabilisation. Au nom de quel principe X ou Z se permettent-ils de culpabiliser? La responsabilisation part
d'un constat. Celui-ci s'inscrit dans un réseau de cause à effet, ni plus ni moins. J'ai lu un rapport élaboré par l'Organisation mondiale de la santé où il est question de repenser un nouveau paradigme dans le domaine de la recherche. Repenser un nouveau paradigme dans le domaine de la recherche se heurte aux obstacles érigés par le lobby économico-financier. Dans cette atmosphère, l'on assiste à l'émergence de thérapies nouvelles. Ces thérapies ne sont nouvelles que par rapport à la médecine dite scientifique. Pas plus tard qu'hier, j'ai préparé un texte qui date du XIe siècle. C'est un texte d'un grand médecin, philosophe musulman, Ibn Sina. Mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de faire part de ce texte. Il serait très important de revenir à cette grande tradition qui se caractérise essentiellement par un regard porté sur la totalité de l'être humain. Et rappelons que l'échec n'est pas fatal. L'échec de nos approches, l'échec de rechercher la réalisation du bien-être de l'individu et de la communauté n'est pas fatal. Au terme échec, je substituerai le terme expérience. Ce que répéter inlassablement échec, échec, échec pourrait nous engouffrer dans le gouffre de ne rien faire. Cette nécessité dynamise le relationnel. Dynamiser le relationnel, c'est favoriser le processus évoluer, changer. Cette évolution et ce changement se réalisent dans un monde en crise. Comme vous le savez, dans le domaine de la biologie médicale, la physiologie et la cancérologie, une légion de chercheurs soulignent que la science en général et la médecine en particulier se trouvent coincées dans une impasse. L'un de nos conférenciers a attiré notre attention sur l'importance de ne pas perdre de vue la dimension sémantique des mots que nous utilisons. C'est ce qui me suggère de poser cette question. Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que la guérison? Nous avons deux conceptions, deux approches. Une conception symptomatique et une conception dynamique. Jusqu'à aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de nos amis médecins, c'est la conception symptomatique qui occupe l'espace. Je décompose le mot français maladie. Deux segments. Le segment mal et dit. Maladie, le mot se compose de deux segments, le segment mal et le segment adi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis en face du mal.
quel est le sens qui se dégage de ces deux segments? Mal-adi. Yani, la maladie, c'est mal. Et cela bloque. La maladie, c'est mal. Et d'ailleurs, en français, inconsciemment, on case la maladie dans la case de l'avoir. J'ai la maladie, j'ai mal. La maladie, objet, c'est ça. Tu te coinces, tu te condamnes en développant cette conception selon laquelle l'on peut avoir la maladie comme je peux avoir un euro dans la poche. La maladie, c'est le mal. Quel est le sens de l'expression française que nous utilisons tous les jours? Je suis malade. Cette expression a deux fonctions. La première, c'est décrire une expérience. Je vais mal. Je souffre. La deuxième fonction, c'est cette expression « je suis malade »,« je vais mal », verbalise mon désir. Celui qui est malade, qu'attend-il? Il attend, il désire d'éliminer ce mal. Et quel est le devoir du thérapeute? Le devoir du thérapeute, c'est tout faire pour que le patient recouvre un état de bien-être, un état d'équilibre, un état de non-souffrance. Et cela nécessite la mobilisation de toutes les ressources humaines, notamment le regard que l'on pose sur le patient, un regard fraternel, un regard aimant, un regard respectueux, un regard qui ne considère pas le patient comme un numéro. Dans les hôpitaux, tel numéro. Moi, j'ai souvent entendu les infirmiers parler entre eux. As-tu été voir numéro 4? Mais tout cela, c'est tout cela qui dégrade notre système immunitaire. Que faire pour recouvrer le bien-être et la non-souffrance? Cette question nous met en face d'une divergence des approches. Une approche qui considère la maladie comme le mal. C'est la conception symptomatique de la maladie. Exemple, et cela pousse à confondre le symptôme avec la cause. Exemple, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, ce n'est pas une maladie. J'ai mal au ventre est un symptôme. Ce symptôme, inconsciemment, se voit qualifié de maladie. Que faut-il faire? Supprimer la maladie ou supprimer le symptôme? La question reste posée. La deuxième conception est la conception dynamique. Elle ne considère pas la maladie comme le mal. Elle considère la maladie comme un déséquilibre, ikhtilal. Et c'est le XIe siècle, l'un des grands médecins dont l'impact est resté en fonction en Occident jusqu'au XIXe siècle. Certains historiens limitent cet impact au XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, de façon bien sûr moindre que cela. C'est ce déséquilibre interne en premier lieu et se manifeste sur le plan physique et sur le plan relationnel. Quand ce déséquilibre s'installe ou commence à émerger, il reste dans une situation invisible. Personne ne voit
le début de ce déséquilibre. Le déséquilibre débute à l'intérieur de nous-mêmes, il est invisible. Et quelle est la seconde étape? La seconde étape, c'est l'étape de ce que l'on appelle le symptôme. Quelle est la fonction du symptôme? Le symptôme rend perceptible le déséquilibre. C'est très important d'insister sur la différence de ces deux conceptions. Par exemple, Ibn Sina et les médecins d'autres traditions d'Orient considèrent l'homme comme unité liée systématiquement au temps et au lieu. Je prends l'exemple de l'axe temps, le temps. Nous avons commencé le séminaire d'aujourd'hui à 15 heures. Avant le commencement, pendant le séminaire et après. Très important de ne pas confondre les phases, l'avant et l'instant et l'après. Question. Ce qui arrive maintenant, arrive-t-il par hasard? Notre présence ici est un événement qui s'opère par hasard? Non. Ou, devant un tel événement, une autre question, est-ce possible de choisir? Est-ce possible de décider après avoir choisi? Nos choix et nos désirs s'inscrivent dans un réseau humano-spatialo-temporel. Et ce réseau complexe, compliqué, me pousse à poser ces questions. Suis-je objet subissant au sujet agissant? Deuxième question. Quel rapport à établir avec mon inconscient? Un rapport de dépendance idiote ou plutôt un rapport d'interdépendance? Mon inconscient agit sur moi et moi, je dois agir sur mon inconscient. Face aux événements de la vie, que faire? Se condamner à subir ou s'appliquer à réfléchir et agir? Que faire? Quémander la clémence du bon vouloir du hasard pour ceux qui ne croient pas, ou plutôt pour ceux qui croient, quémander la clémence du bon vouloir du destin? Le mot destin relève d'une réalité, d'une vérité, mais le sens que nous donnons au mot destin est souvent un sens erroné. Cela veut dire quoi? Tout cela doit nous conduire à nous engager dans le sens d'un devenir. C'est le devenir soi. C'est ce savoir soi vivant. C'est simplement vivre. Simplement vivre veut dire éveiller sa conscience. Éveiller sa conscience veut dire c'est savoir que nos présuppositions relatives au fait de mise à maladie ont un impact sur nos choix thérapeutiques. C'est aussi comprendre les principes de l'entrée à maladie. Cela en vue de découvrir les lois de la mise en guérison. Et je n'ai pas le temps de développer davantage la structure arabe. La dernière fois, l'année dernière, je vous ai proposé, je me suis permis de forger, d'offrir à la langue française un syllogisme. J'ai dit en arabe, je ne me permets pas de dire je suis malade.
j'ai proposé le verbe suivant, je me maladier. Maladie, se maladier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je refuse d'être objet de la maladie. Je garde mon statut de sujet. Et ce n'est pas par hasard. Dans le Coran, le verbe, d'abord c'est le verbe. Le verbe a un message à transmettre. Pourquoi, dans ce contexte, le Coran a-t-il choisi la forme verbale au lieu, par exemple, de la forme non verbale, pour nous dire que le verbe qui évoque le temps, et le temps évoque le changement, et lorsque nous nous engageons dans le sens d'une éducation agissante, efficiente, nous allons permettre à chacun d'entre nous de considérer la maladie comme une sortie d'une impasse. Et j'aime bien donner un synonyme au terme maladie, c'est le synonyme biochoc. Biochoc. Il y a un choc réciproque. Ce n'est pas un choc qui va m'assommer, mais c'est un choc qui va me réveiller. Qu'est-ce que la maladie? La maladie est un comportement particulier qui me permet de vivre. La vie dont il est question a 1000 expressions. La vie dont il est question a des principes lois. Dans ces différentes formes, la vie est expérience comportementale. Cette expérience comportementale est la solution biologique aux problèmes de la vie. Exemple, se lever, parler, se déplacer est un comportement externe, visible, audible, constatable. Vous pouvez le constater. Un autre exemple, une pensée, un comportement, mais personne ne voit ma pensée. Une pensée, une tension à l'estomac, personne ne voit la tension à l'estomac. Une peur, c'est un comportement intérieur. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est que la signalisation de ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi insister là-dessus? C'est pour dire que les signes extérieurs sont une invitation à faire un retour pour devenir l'habitant de cet habitat. C'est sentir le besoin à partir de son intériorité. Et le comportement extérieur va construire la satisfaction que je vais apporter à ce besoin. Quel est notre besoin commun à nous tous? C'est de vivre en frère. Vivre en frère nécessite notre engagement dans le sens de l'écoute attentive, respectueuse, l'écoute qui tient compte de la sacralité de l'autre. Et toutes les démarches qui font preuve de non-respect de l'être humain sont des démarches à abolir par le biais d'une éducation qui tiendra compte de la pluralité dimensionnelle de l'être humain. Chers amis, un grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté et ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui nous a appris que
tous vos efforts convergent. Convergent vers quoi? Convergent vers un monde qui commence à émerger, un monde où chaque être humain trouvera ce qui lui permet d'évoluer et de guérir de tous les maux imposés par l'injustice des plus forts, exercée au détriment des plus faibles. Merci pour votre présence, merci pour vos enseignements et merci pour votre fidélité, vos questions et vos commentaires qui ont apporté un plus de clarté aux différentes questions traitées de façon claire par nos différents conférenciers. Et aujourd'hui, c'est la clôture de notre programme de 2011. Le premier séminaire de 2012 aura lieu le mois de février, 4 février, et vous êtes les bienvenus et vous êtes appelés amicalement à diffuser autour de vous l'information pour que nous puissions créer ensemble un monde où nos regards ne se poseront que sur la beauté des fleurs et sur la beauté des couleurs, sur la beauté de la pensée non unique.